On vous propose maintenant de prendre un peu de hauteur, comme je le disais au début, puisque des dynamiques de passeport rénovation, il en existe aussi ailleurs en Europe. Et donc on a le plaisir d'accueillir 4 intervenants qui vont nous parler de ces dynamiques-là. Je vais commencer par donner la parole à Céline Carré, qui est en charge des affaires publiques européennes chez Saint-Gobain depuis 2011, qui couvre les sujets climat-énergie, dont évidemment efficacité énergétique et construction durable des bâtiments, présidente d'EuroACE, Alliance européenne des entreprises pour l'efficacité énergétique. Et vous avez contribué, et vous continuez de contribuer au débat sur le passeport en France et en Europe, et ce depuis 2014-2015. C'est bien ça. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais mettre votre présentation à l'écran. Et on va faire un jeu de chaises musicales. Hop là. Comme ça. Très bien. Bonjour à tous. Merci à l'expérience P2E de m'accueillir aujourd'hui au nom de EuroACE. Pour le petit clin d'œil, je me rappelle la dernière étape qui avait été mentionnée tout à l'heure de septembre 2014, où il y avait aussi beaucoup de monde dans des conditions climatiques un petit peu différentes à l'époque. Il faisait déjà très très chaud. Donc voilà, je présente rapidement EuroACE, qui est l'alliance, peut-être que certains connaissent déjà. C'est l'Alliance européenne des entreprises pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc nous représentons 14 entreprises qui ont la particularité d'être transsectorielles, c'est-à-dire que nous rassemblons à la fois les technologies et les solutions de l'enveloppe, des systèmes, de la maintenance, du controlling, TBS, BACS, etc. Et nous travaillons ensemble au niveau européen à promouvoir l'efficacité énergétique dans le bâtiment, c'est-à-dire à promouvoir un cadre législatif et financier qui permette d'ouvrir le potentiel qui se trouve dans le bâtiment à la fois neuf et dans l'existant. Donc on sort d'un cycle législatif qui a été assez intense. On n'en est pas encore sorti d'ailleurs, mais comme je vous le dirai tout à l'heure, on a déjà eu une avancée notoire fin décembre avec une nouvelle directive européenne sur la performance du bâtiment. Donc notre représentation est assez unique. Je dirais qu'on travaille beaucoup aussi à expliquer la synergie entre toutes les technologies et les solutions. Et ce n'est pas forcément facile, je dirais, ni au niveau national ni au niveau européen. Nous allons bientôt fêter, nous fêtons cette année nos 20 ans, et donc 2018 est une grosse année pour EuroACE. Je voudrais amener en fait le sujet du passeport rénovation à l'échelle européenne en faisant un petit détour très rapide par l'enjeu de la rénovation et du bâti au niveau européen. Donc j'ai choisi 4 chiffres que vous connaissez peut-être déjà, mais qui permettent aussi de sortir de la problématique française, mais pour voir aussi qu'il y a des choses bien similaires au niveau européen. Donc voilà, donc on le savait déjà, mais la plupart du bâti existant doit être rénové. En général, on parle de 3/4 du stock existant, mais une étude récente de BPI, Marion Jola parlera tout à l'heure, a rappelé qu'il s'agit en fait de 97% du parc qui doit être rénové pour être compatible avec nos objectifs énergétiques et climatiques au niveau européen. Donc vous voyez dans le petit graphique ci-dessous, l'état, en fait, ça reflète l'état des DPE au niveau européen. Le deuxième chiffre, c'est que le taux de rénovation est trop bas et qu'il faut accélérer, ça on le savait déjà, mais c'est aussi valable pour tous les pays européens. On parle d'arriver à 3% avec une phase d'accélération qui met un petit peu trop de temps à se mettre en place. La dynamique du marché est évidemment importante. Il faut aussi garder en tête la précarité énergétique, qui est une problématique non simplement française mais européenne, même si tous les États membres de l'Union européenne ne l'appréhendent pas forcément de la même manière. Ici, c'est une carte que vous voyez qui est un petit peu petite, mais qui vous donne un aperçu du taux de difficulté des Européens à
payer leur facture énergétique. Puis j'ai un dernier petit chiffre qui, lui, exprime la part des travaux énergétiques dans le secteur de la construction. Donc il est à mettre en parallèle avec un autre chiffre, qui est celui de 57% des projets qui sont entamés dans le secteur de la construction concernent la rénovation, mais seuls 15% en fait comprennent la rénovation énergétique. Tout ça pour dire que le potentiel d'embarquement de la performance énergétique dans les travaux qui sont entrepris est énorme. Donc ça fait aussi un clin d'œil avec ce dont on a parlé précédemment. Accélérer la rénovation, donc c'est une problématique très, très pressante. Juste 3 éléments qui permettent d'avancer et qu'on a beaucoup poussé au niveau de EuroACE, qui sont repris aujourd'hui au niveau européen dans certains États, mais pas toujours avec la priorisation nécessaire, ni même la compréhension stratégique de ces éléments. Donc, quelle est une ambition 2050 très forte? C'est une première étape. On a un petit peu avancé récemment avec la directive pour la performance du bâtiment. On plaide au niveau européen pour une vision Nearly Zero Energy Building. Ça pourrait aller au-delà, mais si au moins on arrivait là, ce serait déjà un énorme pas. Ça correspond plus ou moins à ce qui est acté en France, horizon BBC à 2050. Ensuite, les stratégies de long terme qui existent déjà doivent être renforcées et elles le seront probablement pour autant que le politique suive. Et aussi, très importants sont les indicateurs de suivi de ces stratégies ainsi que l'implémentation. L'implémentation qui va de pair avec l'implication de tous les parties prenantes, donc les stakeholder engagement, à la fois dans l'élaboration des stratégies et dans leur réalisation. Et puis, parmi les outils dont on a beaucoup parlé et qui aujourd'hui voient le jour au niveau européen, on parle des trigger points et des passeports pour la rénovation. Alors les trigger points, ça fait écho à ce dont on a parlé précédemment. Ce sont les points de vie d'un bâtiment où il convient d'accélérer la performance énergétique, où il est opportun, où il est plus facile, où c'est pragmatiquement le meilleur moment de le faire. Donc ça, c'est des choses qu'on pousse aussi beaucoup. Et on le fait chez EuroACE dans l'idée de maximiser à la fois les mesures individuelles, mais aussi les synergies entre les technologies, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Expliquer qu'un bâtiment, que ce soit une école ou une maison, ce n'est pas qu'une enveloppe, c'est une enveloppe avec un système de chauffage, un système de ventilation, etc. Donc on communique aussi beaucoup là-dessus auprès des parties prenantes européennes. Et donc voilà, j'ai les 3 grands blocs et on vient plus précisément au concept du passeport rénovation. On en a entendu parler au niveau européen, je dirais en 2014-2015, mais surtout à la faveur d'une consultation que la Commission européenne a menée quand il s'agit de revoir la directive pour la performance énergétique du bâtiment. Consultation qui, à l'époque, comprenait 80 questions. Donc ça fait écho à d'autres travaux qui sont en cours en ce moment en France aussi, où beaucoup de questions concernaient les fameux Energy Performance Certificate, donc traduit en France en DPE. Et il est déjà remonté que, oui, ils ont une utilité, leur impact a été différent selon les États, ils ne sont pas toujours si bien pris en compte au moment des ventes, mais globalement, il y a eu beaucoup de progrès. Par contre, beaucoup de questions sur leur qualité, sur leur fiabilité, mais aussi sur leur rôle d'accélérateur ou pas dans le passage à l'acte pour la rénovation. Par ailleurs, il est aussi remonté que les bénéfices pour les actions entreprises n'étaient pas forcément expliqués, ce n'était pas forcément le rôle du DPE, mais au total, une fois le DPE réalisé, ne s'en suivait pas forcément des actions de rénovation. Donc voilà, donc là c'était peut-être une première prise de conscience. À l'époque est remonté dans cette consultation aussi le besoin éventuellement d'amener d'autres outils comme les passeports qui prendraient aussi en compte et qui auraient un rôle pédagogique pour exprimer les bénéfices d'une rénovation. On sait que les gens ne rénovent pas uniquement pour faire des économies d'énergie et que toute la dynamique des conforts est très très importante. Donc ça c'est des choses qui existent, qui ont été discutées au niveau européen.
Et en parallèle, au niveau des États, comme on va en parler, voilà, il y avait aussi des moments où on a pu en discuter. Je parle notamment de East Tripoli, où il y a eu des discussions, des débats sur ce sujet-là, mais aussi à Bruxelles. Et on a vu, en gros, se créer une dynamique sur la question des passeports. Il y a déjà eu des échanges de meilleures pratiques au niveau européen, qu'il est très important de continuer. Donc voilà, on en vient un petit peu au cœur et peut-être à une petite annonce sur le sujet du passeport, c'est qu'aujourd'hui, le concept de passeport rénovation a acquis une réalité au niveau européen dans la directive pour la performance énergétique du bâtiment, qui a été conclue fin décembre et récemment adoptée au niveau du Conseil européen. Donc on est en voie de finalisation, le texte final n'est pas encore disponible, mais le sera dans les prochains mois. Néanmoins, on a déjà un texte plus ou moins finalisé, dont j'ai pris la liberté de vous donner quelques extraits ici. Et donc en fait, on a deux endroits dans la directive qui vont parler du passeport. Le premier, c'est en tant que complément, en tant que soutien à la rénovation par étapes au sein des stratégies de long terme pour la rénovation. Donc ces stratégies existaient déjà. Aujourd'hui, elles sont assorties de mesures complémentaires dont je vous ai parlé pour les élaborer, pour les mettre en œuvre et pour en mesurer l'impact. Et donc parmi ces mesures qu'on pourrait encourager, les passeports pourraient venir accélérer l'impact. Et le deuxième endroit, c'est dans le fameux article 19 qui est relatif au DPE, donc Energy Performance Certificates, où on nous dit que la Commission devra, d'ici la fin 2019, faire une étude de faisabilité concernant les possibilités d'introduction d'un système de passeport rénovation optionnel qui serait complémentaire de ce certificat de performance énergétique. Donc voilà, donc c'est des premiers éléments qui témoignent de la maturité lente, mais certes mais réelle de ce sujet au niveau européen et pour lesquels il convient de continuer à échanger des meilleures pratiques. Donc voilà, je vais rapidement conclure parce que je sais que le temps passe très rapidement par voilà, un constat et deux défis. Donc voilà, donc aujourd'hui le passeport a une dimension européenne. Il va recouvrir, et c'est normal, des réalités différentes dans chacun des pays, parce que les pratiques sont différentes. Néanmoins, il y a des attentes assez fortes, et donc les remontées d'expérience comme celle du P2E sont très importantes. J'insiste encore sur l'opportunité et le besoin d'échanger les meilleures pratiques. C'est vital pour la suite au niveau européen, aussi pour la manière dont la Commission européenne pourra appréhender son étude de faisabilité. Et puis en termes de défis, j'en citerai deux. L'un, c'est l'évolution des outils qui, pour moi, doit répondre à une double problématique. Il y a la problématique du climat et de l'énergie, mais il y a aussi celle de la demande et il y a de l'accroissement de la demande de la rénovation. Donc ça doit rester simple aussi. Et voilà. Et alors le passeport, c'est pas tout. L'écosystème qu'il y a derrière et le soutien politique et les mécanismes de soutien financier seront aussi essentiels. Et notamment l'articulation du passeport et des mesures qu'on peut entreprendre à la suite de la réalisation d'un passeport vont être aussi grandement impactées par la visibilité qu'un individuel pourra avoir des échéances pour le parc à moyen et à long terme. Donc tout ça doit se tenir. Et donc il nous appartient aussi de continuer à l'exprimer, je dirais, au niveau national, au niveau européen. Je vous remercie de votre écoute. Voilà. Merci beaucoup Céline. Alors, est-ce que déjà, quelques réactions dans la salle? On peut prendre éventuellement une ou deux questions. Moi, je voulais savoir quel était l'intérêt de faire une étude de faisabilité pour introduire le passeport. Alors, juste Véronique, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais reposer la question dans le micro, de sorte à ce que ce soit audible pour la... Je voulais savoir quel était l'intérêt de faire une étude de faisabilité pour introduire un passeport rénovation.
Alors, je ne suis pas la Commission européenne, donc je répondrai selon l'interprétation que j'ai de ce texte. Je pense que la Commission veut baliser les étapes, et donc avant de l'introduire ou de l'inscrire dans un texte de droit européen, il convient de voir quelle tournure ça pourrait prendre, quels peuvent être les impacts positifs et négatifs. Et je dois dire d'ailleurs que ça concerne l'introduction de tout nouveau concept au niveau européen, d'être précédé par une étude d'impact. La question qui se pose entre les lignes, c'est au-delà des spécifications des certificats de performance énergétique au niveau européen, quels seraient les avantages d'aller vers un passeport. Voilà, c'est les questions qui se posent au niveau européen. Moi, j'ai quelques réponses, mais on a quelques réponses ici, mais voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose à Céline de prendre la place de Marianne Giola. Désolé. Voilà, c'est dynamique. Et je vais installer la présentation sur l'ordinateur. En plus, il faut tout faire. Alors, je vais juste te présenter, si tu veux bien, Marianne Giola. Alors, Céline nous a donné des éléments de compréhension de la place du passeport au sein, notamment de la directive EPBD, donc la directive européenne sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Avec Marianne Giola, on va se concentrer sur un projet en particulier de feuille de route de rénovation individuelle, c'est comme ça qu'on dit, feuille de route de travaux, feuille de route de rénovation individuelle. Alors, Marianne Giola, elle a une expérience de plus de 10 ans sur les sujets du changement climatique, de l'efficacité énergétique et des mécanismes de politique européenne. Tu es chef de projet senior au PPIE, tu pourras nous en dire un mot. Tu contribues donc à la directive européenne EPBD et donc tu es notamment en charge de ce projet que tu vas nous présenter qui est le projet eBroad. Voilà. Et tu vas mettre en perspective des projets d'expérimentation de passeport qui se passent dans d'autres pays en Europe. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci de m'avoir invité. Comme Benoît a dit, je travaille sur un projet qui s'appelle Individual Building Renovation Roadmap, iBroad, qui est financé par la Commission européenne et qui a pour but vraiment d'étudier les concepts des passeports de rénovation énergétique et aussi d'en faire un pilote dans 3 pays et dans 3 marchés différents et particulièrement difficiles, comme les marchés polonais, bulgares et les marchés portugais. BPI, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un think tank, c'est une organisation qui est basée à Bruxelles. On fait des études sur l'application des politiques européennes relatives à la performance énergétique des bâtiments. Donc, on suit d'un côté les développements politiques et des politiques européennes dont Céline et Benoît viennent de parler. Et de l'autre côté, on fait vraiment des projets, des recherches dans les États membres pour comprendre les différents enjeux relatifs à la performance énergétique des bâtiments et comment la législation européenne et les différentes lois nationales sont appliquées et quelles sont les pistes d'amélioration, si on veut. Dans ce contexte, le projet iBroad l'idée est née il y a quelques années. Moi, j'ai rejoint BPI il y a 2 ans et c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Cette idée, c'est l'effet qu'il y a cette conscience que les diagnostics de performance énergétique des bâtiments ne sont pas suffisants pour donner l'information ou pour conseiller les propriétaires sur les démarches de rénovation. Et en même temps, on était conscient qu'il y avait plusieurs exemples et concepts de passeports de rénovation énergétique qui étaient en train de se développer en Europe. Donc, on en a déjà amplement parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas trop me répéter, mais le but, c'est vraiment d'avoir une rénovation complète et performante dans le long terme.
Et il y a deux façons de le faire, soit de faire une rénovation unique, on fait tout d'un coup, soit de le faire par étapes. Et les projets Ivy Road regardent et vraiment les concepts de rénovation par étapes. Comment est-ce qu'on peut développer un outil qui puisse accompagner les propriétaires d'une maison unifamiliale, c'est la typologie des bâtiments qu'on regarde, pour réaliser des rénovations. On sait qu'il y a plusieurs barrières à la rénovation énergétique. Il y a des barrières d'ordre technique. Il y a aussi des barrières d'ordre comportemental. Il y a des barrières d'ordre économique. Donc, dans ces projets, on va regarder tous ces éléments. Donc, on vient de faire une recherche des marchés dans les 3 projets pilotes, dans les 3 pays pilotes, où on a demandé aux propriétaires, est-ce que vous êtes à connaissance des bénéfices de la rénovation énergétique? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous avez entamé une rénovation énergétique ou vous avez l'intention de le faire? Il y en a reçu, étonnamment, des réponses assez semblables un peu partout, comme quoi, oui, les gens sont conscients des bénéfices de la rénovation énergétique, surtout les bénéfices économiques et les bénéfices de confort. C'est un mot qui nous est revenu très, très souvent. Mais en même temps, ils ont du mal à entamer ces processus de rénovation. Donc, avec les projets Ivy Road, on va vraiment accompagner et créer un passeport de rénovation énergétique dans ces 3 pays. Mais pour le faire, on s'est basé sur 4 exemples qui sont déjà en place. L'exemple français, donc je remercie encore une fois Expérience P2E pour avoir échangé avec nous sur son expérience. L'exemple allemand, donc qui sera présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas me prolonger là-dessus. L'expérience flamande, la région de Flandre en Belgique, est une expérience complètement qui est née pour une raison différente au Danemark, mais qui pourrait se développer et devenir une expérience des passeports de rénovation énergétique. Donc, la seule chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que vraiment l'idée d'avoir une feuille de rénovation, c'est de donner un conseil personnalisé pour la rénovation aux propriétaires. Et les projets à bureau vont regarder et mettre ensemble les 2 éléments dont on a parlé tout à l'heure, la feuille de route de rénovation et les carnets du bâtiment. Et dans les exemples qu'on a vus, il y a seulement la région de Flandre qui est en train de développer ces deux éléments en même temps. Les autres pays ont soit regardé la feuille de route, ou surtout, et les carnets du bâtiment, c'est qu'on appelle en anglais le logbook, reste une arrière-pensée. Par exemple, en Allemagne, on a un partenaire qui va développer ces concepts et essayer de l'associer au bâtiment, à la feuille de route de rénovation. Donc, le concept, c'est assez simple. C'est une guide de rénovation par étape sur un horizon à long terme entre 15 et 20 ans qui commence par une visite sur place. Dans les cas qu'on a en Allemagne, par exemple, c'est un audit énergétique. En Flandre, c'était commencé comme audit énergétique et visite sur place. Maintenant, ils sont en train de voir d'autres solutions. Mais dans les 3 pays où on va faire notre expérimentation, il y aura une visite sur place, faite par des auditeurs énergétiques. Mais il faut savoir que dans ces 3 marchés, les marchés des audits énergétiques, c'est presque inexistant. Donc, on va les former pour qu'ils puissent utiliser l'outil des rénovations et, si c'est nécessaire, faire des démarches plus profondes et accompagner les propriétaires. Il y a un élément dans tous les cas où on a regardé qui est l'élément de communication, vraiment d'établir un lien personnel avec les propriétaires et un langage qui aide les propriétaires à comprendre un langage qui est au-delà d'un langage purement technique. Parce que souvent, on nous dit, on ne comprend pas. On nous regarde en Allemagne, par exemple, où on sait qu'il y a une forte tradition d'audit énergétique. Les audits sont très précis et très pertinents, mais ils sont aussi très compliqués à lire et très difficiles à comprendre. Donc souvent, les propriétaires
le met dans son tiroir et ne sait pas quoi faire avec ça. Et il n'y a pas cette étape d'accompagnement, il n'y a pas cette étape des suivis. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec ces projets, c'est aussi de créer et de donner des outils aux auditeurs ou à l'expert qui ira sur place pour créer ce dialogue et faire comprendre l'utilité et les bénéfices non énergétiques, donc les multiples bénéfices d'une rénovation, dont les conforts. Donc je dis, ça revient souvent sur ces côtés. Le côté du carnet du bâtiment, c'est vraiment un répertoire où toute la documentation relative au bâtiment reste enregistrée, peut être développée dans les temps, par étapes, et peut en contenir des données de consommation, les plans de construction, des alertes d'entretien et de maintenance. Donc, dans ces cas-ci, dans le temps, ça pourrait être aussi devenir un de ces points d'alerte pour les propriétaires, pour qu'ils soient conscients du bon moment où entamer une nouvelle rénovation, où il y a une opportunité d'entamer une nouvelle rénovation. Donc, je vais juste vous donner 2 brefs exemples. Donc, je ne vais pas parler de la France parce qu'on connaît tous l'excellent exemple du passeport. L'Allemagne, on en parlera tout à l'heure. Donc, je vous donne deux brefs exemples. Au Danemark, une initiative complètement privée, 4 entreprises se sont mises ensemble pour créer un, vous me pardonnerez, je ne sais pas comment le dire en français, un one-stop shop en ligne. Donc, l'idée vraiment, c'est de faciliter à nouveau la rénovation pour les propriétaires. Un propriétaire qui a une idée de faire une rénovation va sur ce site en ligne. Il est mis en contact avec un expert, il organise une visite sur place et l'expert va proposer aux propriétaires une série de mesures de rénovation. Et à nouveau, c'est des rénovations qui peuvent être faites dans une seule fois ou par étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que, à nouveau, cet élément de communication avec les propriétaires et l'illustration de tous les bénéfices est mis à l'avance. Il y a aussi la possibilité de lier les incitatifs financiers existants avec les mesures de rénovation qui sont proposées. L'aspect intéressant de cet élément, c'est qu'en dépit du fait que ce soit 4 entreprises privées qui ont mis en place cette initiative, l'expert n'est pas obligé à donner des conseils qui favorisent l'une ou l'autre des entreprises. Donc, ça crée une certaine indépendance et la capacité pour les propriétaires de choisir et de vraiment créer un lien de confiance avec l'expert. Il faut aussi dire que le marché danois, c'est un marché très particulier. Donc, ces modèles n'est pas nécessairement réplicable dans d'autres pays où il y a eu où l'élément de confiance est moins important. Le dernier exemple, et ça sera ma dernière diapo, c'est l'exemple en Flandre où je dis ils sont en train de développer les côtés passeport et les côtés feuille de route et les côtés de carnet de logement. C'est une initiative publique. C'est l'agence flamande de l'énergie qui a développé ces concepts. Il y a un lien avec l'objectif de rénovation à long terme de la région flamande. Donc, toutes les étapes de cet exercice visent à atteindre un certain niveau de rénovation qui est le même pour toute la région. Et ils ont introduit un produit par étapes. Donc, soit le carnet, soit la feuille de route sera introduite en 3 étapes différentes dans le temps, à partir de cette année, de 2018 jusqu'à 2022. Et chaque fois, ils vont ajouter des éléments et des données qui permettent d'être de plus en plus précis dans leur démarche. Un point important qui est lié à ce qui a été dit dans la section précédente, c'est l'effet que au début,
l'agence avait envisagé une visite sur place pour la réalisation de la feuille de route, mais non, pour des raisons politiques et aussi pratiques, ils envisagent de faire ça par étapes. Donc la première étape sera de renforcer les diagnostics des performances énergétiques, donc d'utiliser toutes les données et les experts qui livrent les certificats pour pouvoir faire un certificat avec des recommandations spécifiques au bâtiment. Mais dans un deuxième temps, ça sera remplacé par une visite sur place et par vraiment une feuille de route encore plus personnalisée. Et en termes de carnet du bâtiment, c'est exactement la même approche. Cette année, ils présenteront une version light et, dans laquelle un certain nombre d'informations et un certain nombre de documentations pourra être enregistrées. Et au fur et à mesure, selon les développements des différents partenariats avec des agences publiques, mais aussi des acteurs privés, d'autres informations pourraient être ajoutées. L'aspect important, c'est que pour l'instant, c'est le propriétaire qui a accès au carnet et qui peut donner accès à des parties tierces au carnet. Donc, ça ne sera pas géré par l'autorité publique, mais ça sera géré par les propriétaires. Dans un dernier temps, ils envisagent même de pouvoir ouvrir l'accès à des entreprises privées pour présenter des devis ou pour faire des analyses de quartier ou des analyses dans certaines parties de la ville pour identifier quel genre, s'il y a un volume important de certains types de rénovations à faire et pouvoir promouvoir des mesures de massification. Donc, tous les cas sont soit dans la phase pilote ou dans une première phase d'implémentation. On va continuer à le suivre et à utiliser cette expérience et le retour de cette expérience pour développer un outil qu'on puisse expérimenter dans les 3 marchés qu'on a identifiés au début et voir aussi à la fin de cet exercice quelles sont les expériences de réplicabilité, de faisabilité pour comprendre si c'est possible de développer, d'introduire un passeport au niveau européen, comme déjà la Commission européenne, comme on a entendu, est en train de réfléchir. Donc, si vous avez des questions ou vous êtes curieux, toute l'information, c'est sur les sites. On vient juste de présenter un rapport qui fait une analyse de ces 4 cas plus en détail. Et on a aussi fait une analyse de comment les certificats des performances énergétiques sont utilisés, quel est le possible lien dans les 8 pays qui font partie du consortium. Donc là, il y a aussi peut-être des informations qui pourraient être intéressantes pour les prochaines démarches aussi pour vous en France. Merci. Merci beaucoup Marianne Giola. Alors effectivement, il y a du lien à faire finalement entre les différentes expérimentations de passeport qui se passent actuellement et avec celles que l'on peut mener à Expérience P2E. Alors sur le One Stop Shop, je suis pas du tout sûr de la traduction, mais en fait ça existe aussi déjà. En France, il y a un certain nombre de plateformes qui proposent ce qu'on pourrait appeler de la mise en relation, de l'intermédiation entre particuliers professionnels pour faciliter les travaux. Et c'est effectivement quelque chose qu'on regarde aussi du côté d'Expérience P2E. Tout à l'heure, je montrais une slide où il y avait un certain nombre d'outils, de dispositifs avec lesquels on était prêt à travailler. Bon, mais c'est effectivement un sujet aussi pour savoir de quelle manière une démarche de passeport peut être intégrée dans ces process-là. Alors, je vous invite à prendre la parole. Là aussi, 1 ou 2 questions éventuellement. Bonjour, Jean Ourani, auditeur. Merci beaucoup pour cette intervention très énergique. 2 choses. Alors, nous, on a une expérimentation dans le cadre des 11 expériences de carnet numérique. On a participé, l'association RNO, à une expérimentation. Donc, effectivement, le carnet numérique, j'abonde, c'est certainement un outil très intéressant de partage d'expérience entre professionnels et aussi un outil pour suivre la maison et pour suivre, nous, ce qu'on voit les bureaux d'études, c'est suivre la consommation énergétique de la maison et l'évolution du confort. Voilà, ressenti par le particulier. L'autre volet que je voulais mentionner sur mon intervention, c'était concernant, comment dirais-je, bon,
Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors, si personne prend la parole, il va falloir que ça revienne vite, Jean, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'autre volet, en fait, ça concerne... est-ce que finalement, ce qu'on nous propose là au travers des passeports, je l'ai vraiment ressenti au moment de votre intervention, je ressens ce que nous on ressent comme un frein monstrueux, nous les auditeurs ou les experts, c'est qu'aujourd'hui l'informatique est à peu près inadaptée à notre métier. En fait, on a quoi? On a des calculs réglementaires suivant la réglementation de 2007, qui nous sortent des fiches qui, suivant les logiciels, sont plus ou moins faciles à lire, mais c'est pas ça qui correspond à un audit ou à un rapport d'expertise. Et d'un autre côté, on a des traitements de texte, Word, OpenOffice, voilà, et ils sont absolument pas adaptés à notre métier. On a un gros problème d'informatique. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la question du passeport, cette question-là, du carnet numérique aussi, finalement, c'est pas la création d'un nouvel outil, d'un nouvel support qui soit réellement adapté à la performance énergétique du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on n'a pas d'outils. On perd un temps énorme parce qu'on n'a pas d'outils. Et le prix de nos prestations, même au prix auquel il est vendu un audit, c'est très difficile de rentrer dedans sur une maison individuelle, simplement. Et c'est pas une question de faire la STD. La STD, nous, on arrive à la faire assez facilement. En quelques heures, elle est faite. En moins d'une demi-journée, elle est faite, la STD. C'est un problème d'outils informatiques. Si je peux, je pense que ça va au-delà de l'outil informatique. Je pense que c'est une question d'approche au concept de performance énergétique du bâtiment et à comment on en parle et on les présente. Cet élément de confort dont je parlais tout à l'heure, c'est un bon exemple. Quand on a fait la liste des différents indicateurs qu'on doit prendre en considération, qu'on va introduire dans l'instrument qu'on va développer, il y a une compagnie de développeurs qui nous soutient là-dessus, on a un langage technique, mais les personnes ne comprennent pas ça. Et donc, c'est pas que... Il faut qu'on trouve un outil qui permette de mettre ensemble cet élément technique, l'élément de confort. J'ai froid, j'ai chaud, il y a des courants d'air dans ma maison, il y a quelque chose qui ne va pas et je ne me sens pas bien. Si quelqu'un me dit ça, il faut comprendre c'est quoi le problème. Et je ne suis pas certaine que les instruments qu'on a aujourd'hui nous permettent de faire ça. Donc, il y a aussi un autre élément, c'est l'élément intelligent, the smartness of things, comme on dit, qui va arriver bientôt et comment est-ce qu'on va l'intégrer là-dessus. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre quelles sont les limites des outils qu'on a et c'est quoi dont on a besoin pour les dépasser. Je ne suis pas certaine que ce soit uniquement un outil informatique. Je pense que c'est une question de culture et de langage. Et le dernier élément dont je voulais parler, pour les carnets du logement, il y a toute la question des accès, protection des données qui aussi doit être prise en considération. Il y a souvent plusieurs entités qui sont responsables de plusieurs types de données qui relèvent du bâtiment. Donc, qui a les données? Est-ce qu'on peut y accéder? Comment est-ce qu'on peut les protéger? Ça, c'est aussi un élément de ces projets qu'on va regarder, surtout en vue d'une nouvelle réglementation européenne qui entrera en vigueur dans les prochains mois. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que c'est un peu sur le ton de la boutade que je le dis, mais il n'empêche que c'est une vérité aussi quelque part. Là, c'est clair qu'on est face à un sujet qui nous dépasse un peu, et finalement, est-ce que l'expérimentation, c'est pas la meilleure manière de pouvoir aussi tester un certain nombre de choses par rapport à ce que tu disais, Jean, qui permettrait de changer un petit peu les pratiques, les habitudes, être un peu en rupture par rapport aux outils qu'on a actuellement. Et c'est clairement la philosophie dans laquelle on a inscrit l'expérimentation du passeport efficacité énergétique. C'est cette idée d'être dans une logique collaborative et inclusive, et on demande l'avis d'un maximum de personnes pour savoir si ce qu'on fait finalement c'est bien ou pas. Voilà. Très bien. Merci Maria-Angela. Alors, on va refaire le jeu des chaises musicales, cette fois-ci avec Riley Munke. Ah, pardon. Pascal Rioual qui a une question.
Merci. Bonjour, Pascal Riwal, EDF, dans un des consortiums avec Cozy Cloud pour le carnet numérique du logement. Juste une question. Sur le dernier slide, vous avez évoqué une plateforme qui se rapproche des carnets numériques du logement qui ont été expérimentés en France. Quel est le modèle économique, en fait? Est-ce que c'est un modèle de subvention publique pure ou ça n'a pas été évoqué? C'est juste une question. Oui, je pense que vous faites référence à l'exemple flamand. Alors, jusqu'à maintenant, les financements... Ah, ça marche, je pense. Ouais. Jusqu'à maintenant, le financement est 100% public. Il y a une entente entre 4 ministères qui ont des compétences sur les bâtiments pour 4 ans. Mais au fur et à mesure qu'ils développent leurs outils, ils sont en train aussi d'envisager un modèle économique qui puisse voir la reprise des acteurs privés à la place des acteurs publics. Mais ils voient pour l'instant l'utilité d'avoir un investissement public là-dessus. Désolé, on fait l'assistance technique en même temps. Alors, merci pour cet élément de précision, Mariangela. Donc, on donne maintenant la parole à Riley Munke, si je prononce bien. Je suis désolé, je ne parle pas du tout allemand. Alors, Riley, vous êtes à l'ADENA depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et aujourd'hui, vous occupez un poste de chargé de communication, en particulier sur les projets de rénovation, et notamment sur la feuille de route de rénovation individuelle, que je suis incapable de prononcer en allemand, mais c'est ce que ça veut dire actuellement. Et donc, vous allez nous présenter votre expérimentation de passeport. Oui, bonjour. Je suis Riley Munke et je viens de l'agence allemande d'énergie qui est située à Berlin. Et je vous présente aujourd'hui un instrument qui s'appelle Individueller Sanierungsfahrplan en allemand et qui Encore d'allemand. oui, et qui peut être traduit avec la feuille de route de rénovation, la feuille de route individuelle pour la rénovation des bâtiments résidentiels. Oui. Et, mais d'abord, une petite introduction du cadre dans lequel je suis aujourd'hui ici à Paris, parce que c'est la plateforme énergétique franco-allemande. C'est une plateforme pour la création et la mise en œuvre des projets franco-allemands dans le contexte de la transition énergétique française et la Energiewende allemande. Et le début du projet était en septembre 2015. Et le but est d'identifier et élaborer des défis communs et des possibilités d'action communes. La plateforme apporte des projets pilotes au dialogue politique dans des différents domaines d'action comme les bâtiments, l'industrie, la mobilité et les énergies renouvelables. Et Jonathan Louis, qui donne une présentation après moi, il était dans un autre cadre aussi avec cette plateforme énergétique à Berlin en décembre. Oui. Et maintenant, notre projet. Ah. Haha. Est-ce que ça marche si on le fait comme ça? C'est ça, quand on veut avoir un ordi à la pomme, c'est pas forcément très adapté. Okay. Mais je pense que ça reste visible. Ok, d'accord. Oui, la feuille de route individuelle, c'est en Allemagne, on a développé un standard qui est valable dans toute l'Allemagne. Et le développement a eu lieu à partir de 2015 jusqu'à 2017 par un consortium de DENA, le IFOI, qui est situé à Heidelberg, et le Passivhaus Institut, qui est situé à Darmstadt, peut-être vous le connaissez. C'était le donneur d'ordre, c'était le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Et l'objectif est un renforcement de la qualité du conseil énergétique par une méthodologie systématique et standardisée. Et en plus, une très bonne prestation du conseil énergétique peut motiver le propriétaire d'un bâtiment pour réaliser des mesures d'efficacité. Pendant le développement, plusieurs tests en pratique
nous avons fait avec des personnes, tous ceux qui doivent travailler avec l'instrument plus tard. Ça veut dire avec des architectes, des consultants énergétiques et aussi avec la Fédération des propriétaires privés a été intégrée ces opinions. En plus, les entreprises de logiciels de calcul thermique ont été informées très tôt pour être sûres que l'instrument convienne aux produits logiciels plus tard, parce que c'est intégré chez nous dans les produits du calcul thermique. Oui, je vais l'expliquer un peu plus tard. Jusqu'à maintenant, 4 entreprises ont déjà intégré l'instrument dans leurs produits et plusieurs autres suivent. La feuille de route est une possibilité pour le rapport final faisant suite à un conseil énergétique. Parce qu'il y a une autre, c'est la possibilité vieille, on peut dire, parce que c'est celle que Marianne Joula a déjà expliquée. C'est le document qui est très compliqué et écrit par l'auditeur eux-mêmes. La feuille de route se prête pour les bâtiments résidentiels, pour des maisons individuelles, pour les maisons jumelles et pour les immeubles collectifs. Et aussi, on peut l'utiliser pour la rénovation globale en seul coup et aussi pour la rénovation par étapes. La utilisation est facultative pour les auditeurs jusqu'à maintenant. Et si un propriétaire veut avoir cet rapport final de cette manière de la feuille de route, une subvention de l'État est possible jusqu'à 60% des coûts. La feuille de route individuelle est une description claire des mesures d'efficacité avec des couleurs typiques pour le secteur d'énergie, et le document pour le propriétaire montre les bénéfices en termes de confort et de bien-être. Il est très facile à comprendre aussi pour des non-professionnels du bâtiment. Et une chose qui est très importante est l'individualité de chaque document final, parce qu'il prend en compte les désirs et les besoins et les finances du propriétaire. Et maintenant, je vous présente les documents du propriétaire. Ce sont les 2 documents. Si vous avez envie, vous pouvez le regarder plus tard aussi, mais bien sûr, c'est tout en allemand. Oui, une de ces 2 documents, c'est un document qui s'appelle « Ma feuille de route ». C'est une vue d'ensemble de l'état énergétique du bâtiment. C'est très court et c'est celui-ci qui a seulement 7 pages. Mais aussi, une page très importante, c'est le cœur de la feuille de route, la page à ouverte qui montre les différentes étapes. Et dans cette information très courte, on trouve aussi des recommandations pour la prochaine étape d'action, pour la première. L'autre document, avec une taille plus grande, il décrit des mesures d'efficacité détaillées. Et pour chaque mesure d'efficacité, on a une page. Et à la fin, on trouve toutes les caractéristiques techniques, énergétiques de l'état actuel et de l'état futur. Oui, et aussi des recommandations et des indications sur des mesures proposées, mais là-bas, pour chaque mesure proposée, et pas seulement pour la première. L'auditeur a la possibilité d'ajouter des petits croquis et sont inclus dans le logiciel
Et là, il peut le choisir. Et avec les croquis, il peut montrer mieux les détails. Oui. Ça, c'est la feuille de route pour une rénovation en étapes. C'est la page centrale et très importante. À droite, l'auditeur a la possibilité d'ajouter une photo actuelle de la maison qu'il a fait pendant l'entretien sur place avec le propriétaire. Et ci-dessous, il se trouve un axe du temps. Et s'il n'y a pas c'est pas possible de dire dans l'année spécifique dans laquelle les mesures aura lieu. On peut écrire des explications très courtes. Par exemple, si les fenêtres doivent être remplacées, il serait censé de commencer par ce paquet de mesures. Les maisons colorées correspondant à un paquet des mesures d'efficacité et ils montrent le développement du bâtiment. La couleur dépend de l'état énergétique du bâtiment complet après avoir fait les mesures. Les couleurs représentent le besoin en énergie primaire pour le chauffage et l'eau chaude du bâtiment total. Elles se basent sur des exigences officielles de rénovation. Et à partir du vert clair, ce sont les mêmes couleurs que celles utilisées par la KfW. C'est la Banque d'État qui donne l'aide financière pour des rénovations en différents standards énergétiques pour des bâtiments. Et aussi, dans chaque petite maison, vous trouverez des coûts totaux pour les mesures, dont les coûts qui sont nécessaires seulement pour le maintien des composants, et aussi l'aide financière de l'État qui est possible pour recevoir pour ce paquet de mesures. Mais c'est seulement pour le premier paquet de mesures, l'aide financière est écrite en chiffres. Pour les autres paquets, c'est écrit gegebenenfalls möglich, ça veut dire c'est possible en état, sous les conditions qui aura lieu maintenant, mais on ne sait pas si c'est encore le cas dans les prochaines années. Une chose qui est très importante est encore que une feuille de route qui est décrite dans les deux documents finaux décrit seulement une variante de la rénovation. Et parce que c'est un instrument très nouveau en Allemagne, nous avons développé et écrit encore des documents pour le consultant. Ça veut dire que nous avons développé 3 documents qui soutiennent le consultant pendant le processus complet de la feuille de route individuelle. Le premier document, c'est une checklist pour le rendez-vous sur place qui soutient l'auditeur pendant l'entretien avec le propriétaire et l'enregistrement des données du bâtiment. Le second, c'est une instruction courte en 16 pages qui explique les étapes différentes de la feuille de route. Et le dernier, c'est un manuel détaillé en 88 pages qui donne l'arrière-plan de la méthodologie et la procédure, par exemple avec des explications importantes pour le calcul. Et tous les documents pour le consultant, les auditeurs peuvent commander par le ministère fédéral gratuitement. Et le téléchargement est aussi possible. Et la méthodologie suit le principe le meilleur possible. Ça veut dire les recommandations tiennent compte des vœux du propriétaire, de ses besoins et des finances, ainsi que l'état énergétique du bâtiment.
le consultant doit choisir pour sa recommandation le standard énergétique le meilleur possible étant donné les conditions individuelles. Dans le meilleur cas, on a à la fin une maison vert foncé dans la page centrale. Au niveau technique du chauffage et de la production d'eau chaude, ça signifie augmenter la part des énergies renouvelables. Dans la prochaine page, vous voyez une photo du logiciel, de l'application pour composer les documents du propriétaire. Les caractéristiques techniques sont importées par le logiciel de calcul et la feuille de route utilise les caractéristiques techniques calculées par le logiciel et attribue aux chiffres les couleurs de la qualité énergétique correspondante. L'auditeur a la possibilité de donner des explications ou des conseils, mais où c'est toujours indiqué dans le logiciel. Vous voyez les lignes blanches et là, c'est indiqué, il peut écrire quelque chose soi-même. Et si toutes les lignes blanches sont remplies, il presse le bouton pour générer un fichier PDF pour l'imprimer après à la maison. Et la DENA, nous avons un projet qui s'appelle le Expert Service. Ça veut dire le service pour les experts et pour les auditeurs. C'est une page web pour les architectes, les ingénieurs et les artisans et tous ceux qui travaillent dans le métier de la construction et de la rénovation énergétique. Et là, nous offrons des informations spéciales et des instruments qui les personnes aident dans leur quotidien professionnel. Et en plus, on offre des publications correspondantes avec des informations détaillées. Et en point de vue de la feuille de route individuelle, nous avons aussi un service téléphonique 2 heures et 2 fois par semaine et en plus un service email. Et les réponses aux questions fréquemment posées sont intégrées dans la rubrique des Frequently Asked Questions qui est publiée dans cette page aussi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi télécharger tous les documents, des exemplaires et des documents pour les auditeurs aussi sur cette page web. C'est possible, sur la rubrique Arbeitshilfen, au milieu. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Riley. Alors, je sais que Marianne Giola doit partir. On peut te libérer dès à présent si tu dois y aller. Merci à toutes les trois pour vos interventions et d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Ce que je vous propose, c'est de profiter de la présence de Jonathan Louis de l'ADEME pour avoir un jeu de questions-réponses aussi avec vous. Ça permettra d'aborder un certain nombre d'actualités qui concernent notamment le sujet du passeport. Je laisse Marianne Giola nous quitter. Merci encore. Et voilà, je vous invite à prendre la parole pour celles et ceux qui auraient des questions. Alors, on peut peut-être laisser, oui, Jonathan. Voilà, mais si tu veux commencer à faire un point. Oui. Bonjour à tous. Juste quelques mots. D'abord pour vous parler de la plateforme franco-allemande qui a été présentée très rapidement. C'est un accord entre nos gouvernements français et allemands et qui se matérialise aussi par un site internet qui était sur la présentation. Ça permet vraiment des échanges, des retours d'expérience sur de nombreux sujets, notamment liés au bâtiment. Et on peut aussi inscrire des projets, essayer de travailler ensemble sur des cofinancements de projets. Un des projets qu'on essaie de soutenir dans nos 2 pays, c'est le projet Energy Sprong. Donc ça fait partie de il y a des projets comme ça. Donc si vous avez des idées ou des besoins de retour d'expérience sur qu'est-ce qui se fait en Allemagne, est-ce qu'un projet peut être accompagné dans 2 pays, on peut les inscrire dans le cadre de cette plateforme et travailler ensemble dessus. Et ça permet aussi vraiment de se confronter aux problématiques rencontrées en Allemagne. Et moi, je sais que je suis allé en Allemagne à ce titre en fin d'année dernière pour rencontrer mes homologues sur les sujets bâtiments.
C'est assez rassurant aussi quelque part, ils ont les mêmes problèmes que nous sur de nombreux sujets, la ventilation, la condensation, les problèmes de qualité. Il y a des sujets où ça marche mieux, des sujets où ça marche moins, mais c'est aussi très intéressant dans ce cadre de pouvoir se confronter à ce qu'ils font et de voir qu'ensemble on peut avancer plus vite et sur nos objectifs. Quelques éléments de contexte liés au passeport. Avant qu'on passe à une série de questions-réponses, je vais essayer d'être rapide. D'abord revenir, vous connaissez tous les objectifs de la politique énergétique française du bâtiment, ils sont nombreux, mais si on devait en résumer deux, il y a les questions de sortir de précarité rapidement, alors c'est 2025, et puis les objectifs climat plutôt à l'horizon 2050. Pour atteindre ces objectifs, on constate que finalement sur des travaux monolots, on a de la massification de travaux monolots, il s'en fait beaucoup. Par contre, dès qu'on veut être sur des travaux avec plusieurs lots complexes qui permettent en 2-3 étapes atteindre ces objectifs BBC, là, finalement, il n'y a pas encore, ça décolle pas, le marché ne décolle pas tellement. Et donc, il y a un besoin qui a été identifié d'accompagner le particulier. C'est vraiment le terme important. Il y a eu un rapport qui a été fait par les députés Piron et le vice-président de la région Centre, Benoît Faucheux, qui donne un bon aperçu de tout ça. Je vous invite à le regarder, mais qui précise bien que voilà, il y a 4 étapes nécessaires pour atteindre les travaux. Le repérage des particuliers, l'accueil de ce particulier, les premières informations, le conseil, l'accompagnement, mais c'est un accompagnement qui est technique, financier, social, sur les usages, et c'est dans le cadre de cet accompagnement que tout ce dont on parle aujourd'hui, le passeport, s'inscrit. Et puis à la fin, ça peut permettre de faire les travaux. Donc finalement, ce passeport, il s'inscrit dans un parcours complet et qui est aujourd'hui accompagné principalement par les collectivités territoriales qui ont un rôle, et notamment les régions, qui ont un rôle de chef de file sur ce sujet. L'ADEME avec les régions ont lancé il y a maintenant 3 ans les premières plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Aujourd'hui on en a 154, elles sont portées par des EPCI et l'objectif était justement de massifier ces travaux qui sont un peu plus complexes que le travaux je change mes fenêtres ou j'installe une énergie renouvelable, des travaux multilots. Donc sur ce sujet-là c'est plutôt un succès puisque la majorité près de 70% des projets accompagnés dans le cadre de ces plateformes sont des projets avec 3-4 gestes de travaux qui s'orientent vers nos objectifs à la fois sortir de la précarité et les objectifs énergétiques 2050. Voilà, on parlait rapidement des plateformes. Et donc, il est essentiel que ces programmes passeports, ces programmes audit énergétique s'inscrivent dans les politiques régionales et dans les politiques, en lien notamment avec les PTRE. On voit par exemple que le marché de l'audit énergétique est totalement inexistant en dehors du marché subventionné par les régions, par les EPCI. Donc c'est vraiment, essentiel d'avoir un... Je pense aussi vous avez rencontré la même chose, c'est que cette expérience P2E, il faut la connecter au territoire. Et alors... rapidement, quelques éléments sur le passeport dans les textes réglementaires, ainsi de suite, les expérimentations. Avant de parler de passeport, on parlait d'audit énergétique. L'audit énergétique, je crois que ça fait une vingtaine d'années. En Alsace, vous avez commencé il y a 20 ans, c'est ça à peu près, début des années 97-98. Audit énergétique maison individuelle. Donc c'est pas un sujet si nouveau que ça. Avant, ça s'appelait audit énergétique. Maintenant, on parle de passeport. Le passeport, il y a cette notion, alors qui est bien explicitée dans le rapport Piron-Faucheux, c'est diagnostic, je constate. Audit énergétique, je constate, je préconise. Et passeport, il y a cette notion de suivre dans le temps, accompagner le ménage, enfin vraiment ce document. Donc il y a cette notion aussi de lien avec le carnet numérique. Donc c'est pour ça qu'on avance un peu à tâtons, parce que ce carnet numérique, il n'est pas encore non plus complètement sorti. Il y a des expérimentations dessus. Mais le passeport, on l'a vu dans différentes présentations cet après-midi, il y a besoin de le connecter à ce carnet numérique. Le passeport, il est dans la loi, il est dans la LTE-CV. Alors, je ne me souviens plus exactement de l'article, mais il est clairement précisé que c'est les régions qui déclineront le modèle de passeport. Il y a eu des programmes financés par les certificats d'économie d'énergie sur les passeports de rénovation, 2 programmes qui ont couvert sur l'année 2016 et 2017, portés par les énergéticiens. Ils se sont arrêtés. Ça n'a pas été tellement des succès en termes de quantité de passeports. Un des
des raisons de ce non-succès, de cet échec, c'est peut-être l'absence de connexion avec les territoires. C'était peut-être des programmes qui étaient un peu décorrélés de ce qui se faisait sur les territoires, dans les plateformes, via les régions. Et voilà, donc je reviens sur cette importance de connecter avec les territoires. Voilà, le passeport, il est aujourd'hui dans le panorama, à la fois dans la loi, il est aussi dans le plan de rénovation, mais alors sous un nouvel angle, vous l'avez peut-être vu, associé avec le DPE. Le DPE qui porterait un volet passeport. Donc là, on reviendrait vers un dispositif plus réglementaire national. Donc c'est comme ça qu'il est écrit dans le plan de rénovation. Donc, juste pour dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'expérimentations. Il y a celle P2E, mais il y en a d'autres. Il y a les historiques des régions sur les audits énergétiques. Il y a celle des énergéticiens dans les C2E. Il y a le plan de rénovation qui parle du passeport lié au DPE. Donc voilà, on cherche un peu le bon modèle actuellement de ce passeport. Quelques retours d'expérience rapidement sur les audits énergétiques. Les prix entre 400 et 1200 euros dans tout ce qui est fait par les régions, c'est les ordres de grandeur. Quand on est 400, on est vraiment centré sur l'énergie, avec en général un calcul, on se centre sur l'énergie et puis des préconisations énergétiques. Quand on est plutôt sur 1200 euros, les projets les passeports, les audits vont plus loin et intègrent notamment des diagnostics humidité, des approches bâti, confort, patrimoine. Et c'est ce qui séduit le plus finalement les particuliers. L'importance de la responsabilité, ça je voulais le dire avant qu'on passe aux questions-réponses. Le passeport, aujourd'hui, il est quand même issu de l'audit énergétique à l'origine. Et l'audit énergétique, c'était plutôt quelque chose qui était pratiqué dans le tertiaire, dans les bâtiments collectifs, en amont d'un travail d'une équipe de maîtrise d'œuvre et d'entreprise de travaux. Quand on traduit ça vers la maison individuelle, en maison individuelle, il n'y a pas tellement de maîtrise d'œuvre, il n'y en a pas. Ou très peu. Donc on fait tout de suite la connexion entre cet audit énergétique et les travaux. Donc il y a des enjeux de responsabilité, de savoir si les préconisations qui sont faites dans l'audit et qui sont appliquées par les entreprises sont bien de qualité. Et donc c'est vraiment important, et je voulais apporter ma pierre par rapport à l'expérience P2E, de bien prendre en compte cette notion de responsabilité quand on lance des programmes passeport. Voilà, bon, j'ai donné quelques éléments un peu par-ci par-là, peut-être qu'on peut passer aux questions-réponses. J'essaie de faire court pour les timings. Merci beaucoup Jonathan, la parole est à la salle. Alors, on a un problème de micro, non? Ah, très bien. Bonjour, Geoffrey Dapoigny, je suis ingénieur énergie et patrimoine. Je ne peux pas résister à poser une question avec cette intervention sur l'Allemagne, parce que j'adore l'Allemagne. Et la capacité à utiliser même si les mots sont hyper compliqués et qu'on a du mal à les déchiffrer, au final, ils donnent la vraie définition de l'objectif des outils. On a parlé de carnet de route. C'est ça, c'est le terme, la définition, c'est carnet de route. Feuille de route. Feuille de route. Alors pourquoi est-ce que depuis le début on parle de passeport ? Parce que pour rêver d'un voyage, il faut avoir une feuille de route. Le passeport, ça permet de faire le voyage. Il y a plein de gens qui ont des passeports dans la salle qui n'ont jamais voyagé. C'est pas le passeport qui fait voyager. C'est le carnet de route. Alors est-ce qu'on ne se trompe pas de terme ? Et j'ai trouvé ça très juste, les interventions de toutes les personnes en Europe qui finalement n'utilisaient jamais le terme passeport. Alors est-ce qu'on n'a pas un décalage entre notre objectif de faire un passeport dont l'objectif est de passer les ports, donc de passer les étapes peut-être, et celui de donner un carnet de route? Voilà, question bête. Merci Geoffrey pour cette intervention. Non mais voilà, c'est le moment un peu détente peut-être aussi, et c'est pas plus mal. Sur les verbatims, la terminologie, bon mais ça peut toujours bouger. Effectivement, on trouve que le terme de feuille de route, de travaux, de feuille de route de rénovation individuelle, c'est quelque chose qui parle bien. Le fait qu'on soit dans une expérimentation, ça nous laisse aussi la possibilité éventuellement d'aller challenger un peu les termes si jamais il nous semble qu'ils ne sont plus adaptés ou pas adaptés. Voilà. Oui, c'est à moi. Bonjour, je voulais savoir si on avait des retours quantifiés sur les passeports portés par les régions.
Alors, dans ce qu'on a regardé, il y a eu à peu près entre 3 et 5 000 audits énergétiques réalisés. C'était ça la question? Oui. Alors, sur les taux de passage à l'action de travaux, c'est assez disparate. Ceux qui ont des retours, je crois que la région Bourgogne-Franche-Comté a des retours là-dessus, on est entre 60 et 70% de taux de passage à l'action de travaux. 80, bon bah ça a monté encore alors. Sachant que sur des passages auprès d'un conseiller espace info énergie, on a des taux aussi qui sont aux alentours de 55, 60, 60 voilà. Donc c'est pas forcément le passeport en lui-même, mais c'est vraiment l'accompagnement d'un expert spécialiste qui a permis de donner la confiance aux particuliers. Oui, bonjour Pascal Rival. Je vous remercie pour l'intervention sur l'exemple allemand. Je trouvais ça très clair et très intéressant. Bon, on aura les présentations, j'imagine, Benoît. Oui, tout à fait. J'ai cru comprendre que le modèle économique, c'est le ministère qui finance en fait tous les outils que vous avez présentés, logiciels, documents, etc. Et il y a un auditeur qui peut venir, qui peut intervenir. J'ai pas compris, alors peut-être j'ai pas saisi, qui c'est qui payait l'auditeur en fait. Est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est... Le ministère a financé le développement du standard et l'intégration que nous avons accompagné les entreprises qui faisaient les logiciels et ils ont financé cet accompagnement. Oui. D'accord? OK. C'est à moi donc. Paul Sauvage, je fais partie d'une plateforme de rénovation énergétique en Grand Est. Je me pose la question de l'articulation entre le passeport et la rénovation par étapes et les rénovations en une fois, les rénovations complètes performantes. À quel moment est-ce qu'un passeporteur se dit ok, je ne vais pas réussir à l'amener jusqu'à la rénovation en une seule fois, je sors mon passeport? C'est peut-être plus une question pour les passeporteurs, mais vous devez avoir des retours aussi. Moi, j'ai cette question-là. Je vais utiliser j'utilise le passeport à l'heure actuelle, mais il faut que je trouve la manière d'articuler et de pouvoir passer souplement d'une option à l'autre. Merci. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres questions après celle-là ou pas? Alors, je propose qu'on aborde cette question au moment où on va avoir une intervention de la région Grand Est, qui est directement concernée, mais aussi la LEC, et il y aura Daniel Dubreuil. Mais effectivement, ça fait partie des sujets qu'on a au sein de l'expérimentation, et savoir à quel moment et comment faire pour finalement savoir dans quelle direction on part, quoi, tout simplement, pour être sûr de ne pas rater le coche du parcours de la rénovation complète et performante en une fois, si on pouvait le faire, effectivement, parce que c'est pertinent de le faire. Mais je propose qu'on y revienne, et on prend une dernière question, si ça vous va, et après on passe à la suite. Oui, bonjour, Johan Zernivel, CSTB. Ma question concerne aussi l'exemple allemand. Ce matin, tout à l'heure, on a parlé qu'en France, on vise une demi-journée pour l'intervention, pour les passeports. Je voudrais savoir combien de temps ça prend pour faire un passeport allemand. Et également, je voulais savoir si en Allemagne, on a également, comme dans les passeports français, une sorte de typologie, où est-ce qu'on fait un calcul énergétique. Et ma dernière question, voilà, c'était pour savoir qui est autorisé à faire cette expertise. Est-ce qu'il faut une formation? Est-ce qu'il faut une certification? Voilà. Oui. Okay. Oui, pour la dernière question, je crois que c'est la plus facile. Nous avons en Allemagne une liste avec des auditeurs qui ont besoin des certificats et qui ont besoin tout le temps des éducations. Tous les 2 ans, il faut prouver cette éducation. Oui, et cette personne là-bas, ils peuvent le faire. Oui. Et en outre, il y a encore une autre liste qui
chez une institution qui s'appelle BAFA, Bundesamt. C'est une institution qui est près du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Et là, il y a une autre liste. Et cette liste est nécessaire pour ceux qui veulent faire des feuilles de route avec une aide financière pour le propriétaire. Parce que chacun peut utiliser le logiciel avec la feuille de route intégrée, mais si le propriétaire veut avoir une aide financière, c'est nécessaire qu'il peut écrire son numéro qui est de cette liste là-bas chez le BAFA. Oui. Et pour recevoir des aides financières pour des mesures d'efficacité et tout ça, là, l'autre liste est importante avec cette éducation. Oui. Et j'ai oublié les autres questions. Il y avait une question sur la durée du passeport. Alors, pardon, le temps pour faire l'audit. Là, je ne peux pas le répondre parce que je ne suis pas un auditeur, mais notre but est que c'est une chose très facile et qui simplifie la vie quotidienne professionnelle d'un auditeur. Et ça veut dire que c'est seulement une possibilité d'un rapport final et que ne besoin pas plus de temps que le document vieux. Oui. Ça veut dire que aussi l'audit soi-même ne doit pas être plus de temps que l'audit vieux, je veux dire, ancien. Oui. Oui. Et la deuxième question? C'était 3. Bon, ça ira. Merci pour ces éléments. Alors, je vous propose de passer à la table ronde suivante. Merci beaucoup à tous les intervenants. Voilà.